Bonjour à tous. Je souhaiterais tout d'abord remercier très vivement les collègues du Grécis pour leur invitation. Et voilà, je vais avoir ce matin l'occasion d'évoquer devant vous la question des plateformes numériques dans les industries culturelles et plus particulièrement du cas de l'audiovisuel, dont on va voir qu'il est sans doute entre des tendances, des flux transnationaux et aussi des tendances qui le rattachent toujours à des cadres nationaux. Alors, on doit partir d'un constat de départ qui est un lieu commun que nous connaissons tous. Pour l'ensemble des productions des industries culturelles, les plateformes numériques constituent désormais un vecteur central de diffusion, de valorisation des productions, de promotion, en particulier via les dispositifs de recommandation, mais aussi de levée de fonds, notamment via le financement participatif, de création et de production, en particulier via la découverte de nouveaux talents artistiques et créatifs, ce qu'on appelle toujours le renouvellement du vivier, tant du côté des talents que des productions, passe aujourd'hui aussi en grande partie par les plateformes. La vente de billets, si on s'intéresse au spectacle vivant. Donc on le voit à de nombreux égards, les plateformes numériques disposent de positions clés au sein de quasiment toutes les filières des industries culturelles. Et ce constat général peut être observé, bien sûr, aussi dans l'audiovisuel, et en particulier à l'occasion d'un des déploiements les plus récents de plateformes, à savoir les plateformes dites over the top. Je crois qu'ici on l'appelle de contournement. J'ai appris ça avant-hier, depuis un petit nombre d'années. Et ce développement de ce type de plateforme s'opère à l'échelle transnationale, notamment sous l'impulsion au départ d'acteurs états-uniens tels Netflix, et puis depuis de beaucoup d'autres acteurs. Alors, il y a une question centrale que je vais essayer de poser, c'est comment le déploiement des plateformes OTT concourt-il aux transformations présentes au sein de l'audiovisuel. Et à cette question centrale, face à cette question centrale, je vais proposer une hypothèse centrale. Ces mouvements relèvent à la fois, révèlent à la fois une nouvelle étape dans la mondialisation des industries audiovisuelles, ainsi que dans la confrontation entre industrie culturelle et industrie de la communication. Alors juste peut-être une petite parenthèse sur la notion d'industrie de la communication, parce que je ne suis pas certain que le sens dans lequel j'emploie soit clair pour tous. J'y mets tout ce qui a trait aux télécommunications, au web, au matériel électronique. Alors c'est un ensemble extrêmement hétérogène, mais qui prend sens ici dans l'opposition avec industrie culturelle. C'est moins une catégorie qu'un couple d'opposition industrie culturelle, industrie de la communication, pour voir comment leurs relations, notamment, pèsent sur les contenus. Alors, on conduit au sein du LABEX Industrie culturelle et création artistique avec un certain nombre de collègues des travaux sur ces questions, en particulier des travaux en France et en Inde. Il y a des collègues aussi en Espagne et en Amérique latine, je pense notamment à Luis Albornoz, qui travaillent avec nous. Et aujourd'hui, je vais retenir plus particulièrement le cas de la France et de l'Inde. Alors, évidemment, ce sont deux situations extrêmement différentes, mais c'est justement parce que ces situations différentes, que je propose de le retenir pour mieux essayer de comprendre comment, dans des cadres très différents, les plateformes numériques peuvent soulever des enjeux. Alors, les éléments de différence, on les comprend tous. Les tailles de marché par le nombre de consommateurs n'ont rien à voir entre la France et l'Inde, des perspectives de croissance. La fragmentation en divers bassins linguistiques est une question très importante dans le cas indien. Le poids des acteurs de l'audiovisuel détenus par des groupes étrangers, qui en a des très très forts. Disney, par exemple, depuis que Disney a racheté des chaînes de télévision qui appartenaient à News Corporation, est l'un des acteurs, sinon l'acteur majeur de la télévision en Inde. L'importance aussi du mobile dans les pratiques, notamment les pratiques de consommation de vidéos en ligne. Le mobile en Inde joue un rôle encore plus important qu'en France. Alors, il y a divers participants dans cette recherche. Et pour l'Inde, je dois citer Christine Tourbidé, qui est une post-doctorante du LABEX qui est basée en Inde. C'est une indianiste. Et évidemment, nous travaillons avec des collègues spécialistes de l'Inde pour aborder ces questions. Et puis des collègues aussi indiens du Center for Internet Studies de Delhi.
Et des enquêtes exploratoires auxquelles j'ai participé ont récemment été conduites en Inde, mais aussi en France. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais faire quelques rappels sur les travaux antérieurs qui peuvent intéresser les plateformes. Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser, ça va être très schématique, parce que là, en quelques minutes, je n'aurai pas le temps de rentrer dans des détails, mais il faut bien comprendre, même si bon, c'est clair, hein, on l'a déjà dit d'ailleurs, que le terme commun de plateforme numérique recouvre en fait des dispositifs qui sont très différents. Et que si cette question est d'une grande actualité, en fait, elle a déjà une histoire relativement longue. On pourrait évoquer les portails de la télématique dès la fin des années 70, qui soulèvent des questions qu'on va retrouver aujourd'hui. On pourrait citer aussi les grands développements autour des acteurs dits multimédia, avec des guillemets, à la fin des années 90. On pense notamment à Time Warner ou à Vivendi Universal, qui, au sein de la même holding financière, avait regroupé un ensemble d'actifs très différents dans les contenus, dans les réseaux, et dans une perspective transnationale déjà. Hein. Je rappelle qu'à cette époque, à la fin des années 90, avant le krach boursier de 2001, ces deux groupes occupaient respectivement la place de numéro 1, de numéro 2 mondial de l'entertainment. Hein, donc ça, ce sont des questions qui ne sont pas nouvelles, qui ont fait l'objet déjà de nombreux travaux en communication et en économie, en particulier des travaux qui essayer d'identifier ces différences dans les plateformes et à produire des catégories. Alors, je n'aurai pas du tout le temps, parce que je vois que le temps passe déjà très très vite, d'entrer dans les détails, mais je souhaite quand même rappeler l'existence de ces travaux. Et il y a notamment deux des contributeurs qui sont dans la salle, hein, ces travaux qui ont été développés dès les années 90, 80 et 90, et qui ont permis de comprendre hein, les modèles socio-économiques qui sont à l'œuvre dans ces différentes formes d'offres. Et l'intérêt de ces modèles, et je me permets quand même de le rappeler, parce que souvent les travaux contemporains sur les plateformes numériques les oublient, l'intérêt de ces modèles, c'est de produire des outils de réflexion sur la question des modes de valorisation, sur la question de l'organisation des filières. Il nous aide notamment à comprendre les rapports entre l'aval avec les diffuseurs et l'amont, c'est-à-dire la production des contenus. Et aussi, ces modèles comportent des propositions pour faire un lien entre cette dimension économique et puis un certain rapport à la culture ou même un modèle de société. Hein, Pierre Meuglin, par exemple, à chacun des 5 modèles, associe un certain rapport à la culture ou un modèle de société. Donc je passe, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous les présenter, mais il y a aussi des travaux qui ont été conduits par les économistes et qui, eux, aujourd'hui, sont généralement beaucoup plus cités, beaucoup plus connus, et qu'il est vraiment important pour nous de rappeler. Hein, ces recherches en économie ou en gestion sont elles aussi partie du constat que derrière la question des plateformes, il y avait des choses qui pouvaient être différentes. Alors, cela étant dit, ces recherches ont quand même en commun de mettre l'accent sur les jeux d'externalité. Autrement dit, ce qui ferait la force des plateformes, dans la perspective des économistes, c'est que l'intérêt d'être présent sur une plateforme est lié au nombre de personnes déjà présentes sur ces plateformes. Les uns bénéficient de la présence des autres et réciproquement des cercles vertueux qui se créent. Il faut citer les travaux de Hajdu et de Wright qui ont creusé cette idée d'externalité et qui ont proposé la notion de multi-sided platforms, hein, de marchés multiversants, ce qui permet de distinguer ce qui serait des magasins de ce qui est vraiment ce qu'ils appellent, eux, des MSP. Hein, par exemple, on pourrait dire dans cette perspective que eBay serait un magasin et que eBay serait une MSP et iTunes serait un magasin. Et pour eux, cette distinction, elle est importante parce que les jeux d'externalité ne sont pas les mêmes. Ils sont beaucoup plus forts dans le cas des MSP. Alors, si j'en parle, c'est surtout parce que ces modèles ont, me semble-t-il, une forte portée, peut-être opérationnelle sans doute, mais aussi une portée idéologique et une portée politique. Ils ont notamment été utilisés pour penser la politique de la concurrence, en considérant que
Il est vrai que les jeux d'externalité, selon ces économistes, favorisent un fonctionnement oligopolistique, voire monopolistique des marchés. Mais cela étant dit, les jeux d'externalité permettraient d'introduire des dispositifs d'autorégulation qui feraient que les acteurs, même en position dominante, n'abuseraient pas de cette position dominante. Ils auraient intérêt plutôt à modérer les tarifs, à adopter des stratégies qui maintiennent l'attractivité des plateformes. Alors, ces modes de raisonnement ont été intégrés par diverses autorités de régulation de la concurrence à travers le monde, notamment par la Commission européenne. Et dans cette perspective, les politiques de la concurrence devraient se borner à surveiller les défaillances des jeux d'externalité et n'intervenir que lorsque les jeux d'externalité ne permettent pas une autorégulation du système. Et puis, si on pousse un peu la logique, peut-être que les politiques publiques devraient se réduire à une régulation de la concurrence. Le risque avec ces points de vue, c'est que la notion de plateforme est envisagée en dehors de son contexte économique plus général et de son contexte politique. Et ici, on peut dire que la notion de plateforme numérique devient peut-être une notion un peu floue, potentiellement ambiguë, laissant croire que la nature économique des plateformes présenterait des effets semblables, quel que soit le contexte dans lequel elles opèrent. Or, quand on regarde justement des plateformes dans des contextes, on voit bien la dépendance de ceux-ci. Alors, aujourd'hui, je vais présenter que quelques premiers résultats, parce qu'on n'en est vraiment qu'au tout début, tant pour la France que pour l'Inde, et je vais aussi insister sur les aspects plus programmatiques. Avec, dans un premier temps, des éléments sur les stratégies industrielles, avec une tendance commune qui apparaît, c'est une fragilisation des acteurs historiques nationaux de l'audiovisuel, et un second temps consacré aux politiques publiques, dont on va voir qu'elles sont prises dans des jeux complexes entre tendance à la libéralisation et volonté de régulation, ainsi qu'entre influence transnationale et cadre national. Alors, les stratégies industrielles, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il me reste 7 minutes. Ouf. Alors, les stratégies industrielles. Première chose à dire, c'est qu'en apparence, avec le développement des plateformes OTT, on observe un foisonnement de l'offre. Il y a beaucoup de nouvelles offres, tant en France qu'en Inde. Ces offres, elles viennent souvent d'acteurs qui sont de nouveaux entrants sur les marchés. Et il s'agit souvent d'acteurs nationaux, indiens ou français, des industries des télécoms, ou d'acteurs transnationaux du numérique, par exemple Amazon, qui est très actif dans les deux pays. Ces acteurs ont en commun, ces acteurs des industries de la communication, ils ont en commun d'abaisser les tarifs d'accès au contenu, car pour eux, ces contenus sont d'abord des produits joints qui servent à valoriser leur offre principale, ou alors sont des éléments qui leur donnent des données sur les utilisateurs pour les amener vers leur offre principale. Amazon, par exemple, explique clairement que Amazon Prime Video, ça sert à, entre guillemets, router des consommateurs vers son e-commerce. Ils peuvent donc accepter d'enregistrer des pertes sur leur activité de télévision, y compris de télévision payante. Deuxième type d'offres nouvelles, ce sont des acteurs transnationaux ou des industries culturelles, et pour ma part, je classe Netflix dans les industries culturelles, mais aussi en Inde, des acteurs historiques de l'audiovisuel, qui souvent sont étrangers, Disney, Viacom, des intérêts chinois, des intérêts japonais. Les acteurs historiques nationaux de l'audiovisuel sont présents, mais souvent avec une stratégie plus défensive sur les plateformes OTT, dans la mesure où pour eux, c'est des formes d'offres qui souvent sont beaucoup moins rémunératrices. On le voit en France avec l'exemple de Canal+. Alors, le déploiement des offres OTT accompagne ou accentue 3 tendances importantes. La première tendance, c'est une relative perte d'autonomie de l'économie des contenus avec la montée de la logique de produits joints. Ça, j'en ai déjà dit un mot, je n'y reviens pas. La deuxième tendance, ce sont des jeux complexes entre contenus transnationaux et nationaux. Ça ne va pas que dans un sens. Les acteurs dominants au sein de l'OTT misent à la fois sur l'offre de contenus étrangers particulièrement attractifs,
On pense notamment aux séries américaines, mais aussi sur la production de contenus nationaux, et en particulier dans le cas indien, de contenus régionaux en langue locale, en hindi et dans les grandes langues régionales. Dans les deux pays, plusieurs stratégies sont à l'œuvre et tiennent une place différente selon les acteurs. Première stratégie, il s'agit là d'une stratégie d'économie d'échelle. On rentabilise à l'échelle transnationale des contenus qui souvent sont produits aux États-Unis, et on les diffuse sans passer par les anciens relais nationaux. C'est ce que fait Netflix. On se passe des relais nationaux, on diffuse directement les contenus étrangers. Deuxième stratégie, on essaye d'acquérir des droits sur des contenus transnationaux attractifs pour assurer l'attractivité de son offre et empêcher aussi les concurrents d'y accéder. Troisième stratégie, on nationalise ou on régionalise une partie de l'offre pour mieux pénétrer les marchés. Quatrième, on se construit l'image d'un acteur plus créatif que les autres. Alors ça, Amazon et Netflix savent très bien le faire. On le voit en Inde de façon très nette. En concourant à la découverte de nouveaux talents via de partenariats avec des acteurs locaux, en développant des offres sur YouTube. C'est un enjeu vis-à-vis des autorités de régulation pour dire, regardez, nous, on aide la création locale, beaucoup mieux que les volontés politiques de régulation auxquelles vous voulez nous soumettre, mais aussi de conquête des publics urbains ou des publics jeunes en Inde. C'est très important. Dernière stratégie, la présence de ces plateformes dans les contenus locaux est importante pour segmenter leur contenu. Il s'agit souvent pour elles d'offrir pas seulement des contenus coûteux, mais aussi d'avoir toute une gamme de contenus, y compris des contenus produits à bas prix pour le mobile, sur des offres à financement publicitaire, avec l'idée qu'il faut avoir comme ça une continuité de son offre. Troisième tendance qu'on voit apparaître au niveau des stratégies industrielles, on l'a déjà évoqué, Maxime en a parlé avant-hier, c'est la forte influence des acteurs financiers. Je ne vais pas avoir le temps là, de le développer. On se rappelle tous je ne sais pas si vous m'entendez, de l'histoire d'Amazon dans les années 90. Je voudrais juste insister sur un élément dans ce tableau, c'est la comparaison entre Netflix et Vivendi. Quand vous regardez le chiffre d'affaires et le bénéfice de Netflix et celui de Vivendi, vous voyez que Vivendi a des performances financières qui, en apparence, sont meilleures. Mais quand vous regardez la valorisation boursière, là, vous voyez bien que Netflix est considérablement favorisé par les acteurs de la sphère financière qui, comme le disait Maxime, anticipent des profits futurs et mis sur cet acteur. Et bien évidemment, on est là dans une logique de prophétie auto-réalisatrice, puisqu'il donne à Netflix les moyens de financer son développement international. Le développement international de Netflix n'aurait jamais pu être réalisé sans le soutien des acteurs financiers. Il s'est fait, au moins dans les premières années, au profit d'une baisse de ce qu'on appelle l'ARPU, le revenu moyen par utilisateur. Alors, ça je le saute que je n'ai pas le temps. J'en arrive aux politiques publiques, entre logique transnationale et les volontés d'élaborer des politiques nationales. Ce qui est clair, c'est que le déploiement des offres OTT, tant en France qu'en Inde, a accru les débats, les conflits autour des questions de politique publique, avec des jeux très complexes entre les logiques transnationales et la dimension nationale. Alors, en France, si je dois résumer, j'imagine, en une minute, deux. En France, en gros, ce qui est en jeu, c'est le maintien ou la disparition de l'exception culturelle. Parce que les acteurs transnationaux, jusqu'à présent, n'étaient pas soumis ni aux obligations de financement de la production et refusaient de se soumettre à la chronologie des médias. Donc tout le dispositif de financement de l'audiovisuel et du cinéma, avec un dispositif où tout est imbriqué, menaçait d'exploser, jusqu'à la proposition de révision de la directive services de médias audiovisuels qui a été présentée en mai 2007 et qui fait qu'aujourd'hui, les autorités françaises pensent pouvoir maintenir la régulation nationale telle qu'elle a fonctionné, malgré l'ouverture du cadre transnational. En Inde, la situation est très différente. L'audiovisuel n'est pas considéré comme faisant partie de la culture, mais est considéré comme étant une activité comme une autre, un business.
De ce fait, il n'y a pas de politique de soutien économique à la production. Et ni les acteurs économiques, ni les autorités ne semblent souhaiter son développement. Pour autant, l'audiovisuel soulève des enjeux politiques qui appellent des régulations, avec des enjeux notamment de respect de la tradition, des religions ou de liberté d'expression. Et parallèlement, d'autres questions de régulation plus directement économiques sont soulevées. Concrètement, on observe de vifs débats autour de 4 thématiques aux implications économiques et politiques totalement imbriquées: la censure, les reversements des diffuseurs en direction des diffuseurs télévisuels, en direction des opérateurs de réseaux de diffusion, la neutralité du net et les droits de la propriété intellectuelle. Alors, en premier lieu, la censure, l'autocensure sont couramment pratiquées dans le cas du broadcasting, du cinéma et de l'Internet. Par ailleurs, les chaînes hertziennes doivent acquitter de très lourds reversements aux opérateurs de réseau. En revanche, les offres OTT, elles, ne sont pas soumises à ces mêmes régulations. Elles sont moins censurées. La liberté d'expression et de création y est donc plus grande, ce qui constitue un grand avantage comparatif pour ces offres, qui, de ce fait, sont très attractifs pour des personnes moins conservatrices ou des publics plus jeunes et plus urbains. Un segment de marché leur est donc réservé. Par ailleurs, l'absence des reversements aux opérateurs de réseau au nom des règles de la neutralité du net constitue un avantage et limite les coûts d'offre de ces services. Donc là, il y a une sorte de niche protégée qui bénéficie aux acteurs de l'OTT. Et bien évidemment, les autorités politiques poussées par des responsables de mouvements politiques religieux, des responsables de chaînes hertziennes, des opérateurs de télécommunications ont tenté d'imposer des censures, d'imposer des reversements. Mais cela a suscité un important mouvement de protestation citoyenne à plusieurs reprises, notamment l'an dernier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces mouvements de protestation se revendiquent d'une sorte de norme transnationale, de liberté d'expression, de neutralité du net, pour s'opposer à la logique de régulation nationale. Et deuxième élément très important en matière de régulation en Inde, c'est la question des DPI, où là, en gros, dans le cas d'une économie informelle, et malgré l'existence des DPI, les droits des artistes sont complètement niés, sont complètement écrasés. Et les offres OTT, là aussi, soulèvent actuellement des mouvements d'artistes qui essayent de se mobiliser pour faire respecter leurs droits, et qui, là aussi, se revendiquent d'une certaine norme internationale pour essayer d'exister et d'être payés, y compris d'ailleurs pour leur rémunération primaire. Parce que non seulement ils n'ont pas de royalties, mais en plus, lorsqu'on leur promet de l'argent pour avoir fait tel ou tel travail, en général, on ne les paye pas. Et on leur dit, vous avez de la chance de travailler avec Amazon ou Netflix, parce qu'ainsi, vous avez une certaine distinction qui vous permet d'aller gagner de l'argent en faisant de la pub. Alors, en élément de conclusion à la fois provisoire à la question initialement posée, on s'aperçoit que les transformations liées au développement des plateformes numériques, en particulier aux offres OTT, sont très importantes dans l'audiovisuel. Elles accompagnent une progression de la mondialisation avec une redistribution des cartes entre les acteurs, y compris au bénéfice d'acteurs nationaux, en particulier d'acteurs des industries de la communication. Elles ravivent les questions réglementaires avec des tensions entre, d'un côté, des volontés de maintien des régulations économiques ou morales ou politiques en place dans le cadre national, et de l'autre, des appels à des évolutions qui se revendiquent de la mondialisation ou de normes internationales. Et s'il apparaît clairement que les cadres industriels et réglementaires sont bouleversés, en revanche, les enjeux pour les contenus, et notamment la production de contenus nationaux, sont encore difficiles à saisir. Et lorsque la situation sera plus stabilisée et notre travail aussi, pour être honnête, un peu plus avancé, l'analyse des offres via les modèles socio-économiques que j'ai esquissés tout à l'heure permettra certainement de mieux comprendre les tendances en cours. Je vous remercie.